Voici pour vous une analyse du conseil de ville de la ville de Donnacona qui a eu lieu le 25 mars dernier. Alors, commençons par la demande au CCU qui avait été faite par Celcotec, en fait, une compagnie de la ville de Donnacona qui demandait à ce que la zone tampon soit un peu agrandie pour qu'ils puissent abattre des arbres pour agrandir leur espace, pour agrandir la bâtisse, le bâtiment et aussi mettre un peu plus d'entreposage, en fait, améliorer tout ce qui est pour la compagnie. Maintenant, le CCU avait refusé cette demande, mais le Conseil a quand même jugé opportun d'autoriser en partie cette demande. Voici pour vous les discussions qui ont eu lieu le 25 mars dernier. le, le lot 6 702 sur la rue Piché, donc la demande 2024-005. C'est une demande qui a été formulée afin de d'autoriser l'abattage d'arbres sur un lot d'entreprises industrielles, Celcotec, Institution 80 et Piché. La demande avait pour but d'autoriser le retrait complet de certains espaces tampons végétalisés de l'utilisation de reboiser d'une largeur minimale prescrite de 5 mètres arrière et littéral d'un terrain industriel. La réduction à 5 mètres de l'espace tampon exigé entre les lignes C12 et 2 d'une largeur minimale réglementée à 12 mètres. Je sais qu'il ne recommandait pas au Conseil d'approuver la demande comme mentionné précédemment la rencontre du CCI du 15 février 2024. Malgré la recommandation du CCI, le Conseil est important d'approuver en partie la demande en autorisant la retrait de certains espaces tampons végétalisés de 5 mètres, soit situés sur les 3 côtés du terrain bordant celui appartenant à la ville, soit le lot 6 421 701, mais de refuser le retrait de la zone tampon située à l'est du terrain, ainsi que de refuser la réduction de la zone tampon située entre les zones C12 et I. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande de 6 421 702 sur la web? Vous vous approchez le micro pour présenter. À la clé. Oui, ben, c'est juste dans la raison que c'est enregistré et filmé. C'est personne qui écoute. Bonjour, Samuel Guy, copropriétaire de l'entreprise Celcotec, propriétaire du terrain, justement, on en a des rotations de nord. Je me suis fait de venir au conseil là, si je voulais poser des questions sur les raisons du pourquoi la demande de réduction du retrait de la bande de arrière peut être refusée au complet, ça peut être réduite, mais moins à nous, on a demandé de passer de 12 mètres à 5 mètres, c'est possible de passer de 12 mètres à 7 mètres ou 12 mètres à 10 mètres. Nous, chez nous, on a besoin de pieds carrés pour l'exploitation de notre entreprise. Pour réussir dans notre marché, on doit avoir des pieds carrés de l'espace extérieur. Je pense qu'on est tous témoins. Notre marché fait, notre inventaire doit rester sur le terrain extérieur. En fait, on a besoin de pieds carrés pour pouvoir augmenter l'inventaire, agrandir la bâtisse éventuellement. Si on agrandit la bâtisse, ça va réduire encore notre zone d'entreposage. On cherche juste à trouver l'entreposage éventuel là, avec la réduction de la bande arrière. Considérant les travaux de Microsoft, on peut faire ça. Maintenant, étant donné que ça permet de réduire les coûts, on va faire une affaire, on essaie de réussir du mieux qu'on peut. Je vais répondre à votre question. C'est sûr que la recommandation du CCI était de rejeter au complet votre demande. Déjà là, le Conseil modifie quand même la demande pour vous autoriser à enlever la bande de 5 mètres autour du bassin de rétention. Déjà là, vous gagnez une bonne partie du terrain. La raison pourquoi on n'accepte pas celle de 12 mètres la réduire, vous n'êtes pas le premier qui le demande, et à chaque fois, ça a été refusé. Et toutes les autres entreprises qui sont dans le même secteur de vous, ils ont déjà fait exactement la même demande, et puis à chaque fois, on l'a rejeté, et on ne changera pas non plus de ce côté-là. Là. On ne la réduira pas. Dans le fond. J'ai plus rien à faire. Il n'y a plus aucune alternative, aucune demande potentielle. Ben là, je crois que vous avez déjà gagné pas beaucoup en enlevant le 5 mètres autour du bassin de rétention. Oui, ben, je suis dans vous, on l'apprécie, mais ça aurait été logique de refuser aussi le bassin à la base, même les plans de la ville avaient été de faire la construction de bassin chez nous. Il a fait moi-même, j'arrête les travaux, je sors de mon bureau quand je voyais qu'il y avait de la mécanique qui allait creuser chez nous. Il y a eu des discussions à ce moment-là, je pense, avec toi, Sylvain, ou avec ton famille, je ne me rappelle pas.
Au final, la ville a dépassé le bassin. Et le bassin, c'est bord du chemin de même, ça coupe le terrain, évidemment. Fait que le bassin, ça avait été en profondeur du terrain, ça va couper. Mais fait que je peux comprendre de dire que la ville est gentille d'accepter la bande de 5 mètres. Je ne prenais pas pour acquis. Ben, la bande de 12 mètres était la grosse demande de réduction, évidemment. Puis surtout, quand on l'entrepose, c'est profond encore, mieux c'est. En arrière, il y a une rivière qui passe. On n'est pas garant d'argent, mais probablement qu'il n'y aura jamais de construction directement de chez nous. Fait qu'on on avait quand même une bande boisée on va dire de 12 à quasiment 50 mètres, dépendamment si la rivière est en biseau. Et c'est pas garant que, comme vous dites, qu'il n'y aura pas de construction au sud de la pas vraiment avancé aller plus loin que ça. Donc. Au nord de la rivière, mais au sud de notre terrain, dans le fond, ouais, ça va être difficile de faire la construction là, étant donné que c'est une bande riveraine, je ne connais pas les termes exactement. Il y a une restriction de 20 mètres chaque côté. Ça serait surprenant. On fera demande de dérogation dans quelques années à ce moment-là. OK. Merci. Merci. Un citoyen de la ville de Donnacona est venu interpeller le conseil de ville pour ce qui concerne la nouvelle succursale qui va apparaître à Donnacona de la SQDC. Dans les radios point numéro 3.3, soit Assemblée publique de consultation, demande d'usage conditionnel d'implantation de nouvelles succursales de SQDC au 164 boulevard des Imaginacles. Donc, il y a également une avis publique qui est parue le 28 février, donc les gens participent à une assemblée publique de consultation concernant la demande d'usage conditionnel et l'implantation d'une nouvelle succursale de la SQDC au 164 boulevard des Écureuils. Les gens qui vont également nous transmettre par écrit dans le commentaire aujourd'hui. Il n'y a pas aucun commentaire qui a été formulé. Donc, est-ce qu'il y en a qui souhaitent intervenir concernant la demande d'usage conditionnel pour l'implantation de la succursale de SQDC? Donc, concernant quand je regarde le règlement, le C6, bon, il a été modifié, j'imagine, le règlement pour être capable d'inclure la zone C6. Ça a été modifié quelque chose en décembre, c'est pas ça? Le règlement, bon, aux alentours de décembre, a été modifié pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à permettre l'ouverture d'une succursale de la SQDC. Bon, le comité a étudié, il a regardé les critères, c'est dans les critères, c'est une zone éloignée d'une école, d'une garderie. Bon, plus que c'est pas plus défini que ça, zone éloignée, ben, il y a une garderie tout près. Les écoles ne sont pas si loin. Mais les consommateurs ne sont pas nécessairement ceux qui fréquentent la garderie, là, mais ça, c'est une question d'appréciation. Moi, je n'ai rien contre le fait que la SQDC s'implante. C'est maintenant légal, puis je peux juste de l'acheter là, de l'acheter n'importe où ailleurs. C'est ça un des avantages. Cependant, à moins que je sois dans l'erreur, quand je regarde sur la carte, la zone C6, ça ne m'apparaît pas l'endroit où se trouve actuellement. Ça va aller dans un local libre, pas loin là, de zone. Du AIW pratiquement. Ouais, c'est dans ce coin-là, c'est où les étudiants. La gamme le plus à droite. C'est ça, les élèves vont acheter leur hot dog, puis leur hamburger AW, ensuite de ça, ils font pas plus loin, puis ils sont rendus. Ben, Ils ne peuvent pas rentrer, puis ils peuvent pas. Non, c'est ça, C'est leur pousseur. Oh, oui, tout à fait d'accord, là. C'est pas contre, mais j'essaie juste de comprendre. La zone C6 sur la carte, là, je pense à moi qu'elle ne soit pas bonne. Là. Cette carte-là, la zone C6, c'est dans le bout des ambulances. Ça, je ne comprends pas. Est-ce que je suis dans le champ, là, ou ça a été changé? Parce que sur la carte de la MRC, de la ville, C6, c'est toute la zone commerciale. On fait comme un L. Elle englobe la partie commerciale, IW, puis après ça, elle fait un L, puis elle s'en va jusqu'aux ambulances.
Mais quand vous parlez de C9, C10, c'est des parties de C6. Donc, c'est plus du côté, c'est plus à l'est, c'est plus à l'est, pas mal, là. Oh, c'est ça, ouais. La sortie du deuxième rang Même la portion de la route commerciale. Mais pourquoi c'est bon? Non, je donne un exemple parce que c'est toutes des, sont toutes rouges, sont tous rouges. Et dans l'article 4.2.1, on parle aussi de C9. Donc, c'est toute la série. Il y a C5, C7, C9, C10, C11, C12, etc. Et donc, c'est tout ça que ça rentre là. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe où là, en autant que le comité approuve Ben, il y a une distance de 250 mètres qu'il faut respecter également. le 12 août, c'est Christ. Là, Excuse-moi sur l'encadrement du club. il faut que ce soit à 250 mètres. Du l'école, par exemple. Oui, là, on est à 254. C'était 250 mètres d'un terrain appartenant à un centre de service scolaire. Donc, pas juste à l'école, au terrain. Ouais, ok. Ouais. Mais je veux juste comprendre que quand on parle de C6, quand c'est pété, pas si on a la même carte, là. Je pense que votre carte est bonne, mais je regarde la C6, là, justement, là, c'est toute la partie qui est boisée. Ça tourne dans le rond-point. Ouais. Il y a les écureuils, le concessionnaire de Nakona Ford. Même pas. Oui, je pense qu'il est inclus dans le C6 là, de Nakona Ford. Et même attendez, oui, Est-ce qu'on s'en c'est sûr que tout ce qui est là, En tout cas, je ne veux pas être tiré, là, c'est parce que parce que les zones commerciales, un peu comme les zones industrielles, sont sectorisées. Là. Il y a des endroits, là, les zones industrielles, on en a peut-être moins. Là. Les zones commerciales, là, justement, on peut en avoir, je pense qu'on en a 12 ou 13. Donc, dans chaque zone, il y a des critères d'usage. Donc, et ces critères-là, justement, il y a des analyses pour faire en sorte que certains types de commerces peuvent être à un endroit, ne peuvent pas être à un autre. Donc, c'est un peu comme ça que les plans de zonage sont faits dans les villes et municipalités. Là. c'est ça, une petite taquinerie pas méchante, là. C'est que parler comme s'il allait chercher un local vacant. Là, s'il n'avait pas été vacant, qu'est-ce qui serait passé, là? Non, ouais, en tout cas. Il n'y a pas le local qui était disponible dans la distance. Mais c'est parce qu'on loue un local vacant. Tout ça. Ah, au niveau grammatical. Pardon? Au niveau grammatical. Ouais, c'est un niveau de logique. Ok, bon. Alors, merci pour les questions. Pour les questions. Parfait. Les ennuis de moi, tout le monde. Je vais juste me présenter, je n'ai pas de question en fait, mais mon nom c'est Daniel Sivino. Je suis architecte pour la SQDC et chargé du projet qui est en cours. Donc là, c'est des questions qui étaient un peu plus en dehors de mon droit de réponse, disons. Mais si jamais il y en a, je voulais juste affirmer pour que les gens soient au courant, pas que ce soit caché, que ça, je l'écoute et je m'en viens. Donc, puis c'est des questions qui s'en viennent plus sur comment le projet s'adapte à sa position, ça peut répondre également. Merci. C'est très professionnel. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais je suis architecte pour la SQDC. Ah, Je suis chargé de projet, donc vous avez d'autres questions plus précises, c'était plus à la vie, mais c'est d'autres questions plus précises à la vie. Un résident de la rue des Prés, en arrière du Maxi, alors Monsieur Daniel Cousineau, est venu interpeller le conseil de ville sur la vitesse et les mobylettes qui sont vraiment très nombreuses autour des résidences près du Maxi. Alors, il a demandé une intervention du conseil de ville pour réduire la vitesse, soit mettre une barrière ou complètement fermer cette voie de contournement. Alors, ceci complète les points numéro 3, point numéro 4, première période de questions. Alors, s'il y a des questions de la salle, je vous demandais de vous présenter et de poser votre question. Ça fait tout une question et une sous-question. Bonjour, Denis Trépanier, 334 des Prés de Nakona.
Moi, ça fait plusieurs années que je vais me plaindre à mon voisin dans l'arrière, qui est l'épicerie Maxi, pour le trafic. Et les passages l'été, là, quand il fait beau, la période estivale, même il a fait beau là, 2 semaines à peu près, là, puis les jeunes ont sorti les mobilettes. Le couple qui les ont sortis. Là, plus ça va aller, plus ils vont les sortir. Parfois, dedans d'à peu près 1 heure en aéroport, il peut y avoir entre 12 et 15 passages de mobilettes qui vont rejoindre la rue des Prés. C'est assez fatigant, tannant. Puis l'été, quand il fait très beau, ça peut aller jusqu'à 2 h, 3 h du matin. Puis ils s'en donnent à cœur joie. En plus que des camions remorques 53 pieds qui passent par la rue des Prés, par les nouveaux Maxi, qui ont une belle lumière pour eux autres. Puis aussi, le trafic de véhicules automobiles aussi. Moi, l'été, souvent, chez moi, je fais ça terrasse dehors, puis je compte les voitures un peu, là, je suis assez bien classé, là, puis je compte les voitures, puis à peu près 8 voitures sur 10 qui arrêtent pas au Maxi. Ça s'en va prendre le 138. Ça, c'est la voie d'accès qui donne sur la rue des Prés. Quand moi, en 2006-2004, mon frère et moi, on a fait faire un jumelé, le terrain où c'est la voie d'accès de le Maxi, je me suis offert le terrain par la ville. Parce que c'était le dernier terrain pour acheter pour bâtir un jumelé. La première fois que j'ai su, il y a eu peut-être une petite dérogation qui s'est faite. Espace sous-marin, d'après moi, parce que jamais rien vu passer. Puis, quand j'ai vu les plans de la ville, autrement dit, là, en arrière de chez moi, il y avait, sur les papiers que j'ai vus ici à la ville, il y avait une grande ligne droite. Un côté, c'était résidentiel, puis l'autre bord commercial. Parfait. À un moment donné, j'arrive de travailler, ils ont fait une voie d'accès. Là, j'ai vu ces plans de la ville que ça avait été modifié pour le Maxi. Puis le Cap Rouge, ils ont bâti un Maxi, puis la ville a refusé la voie d'accès, mais ils l'ont bâti pareil, le Maxi. Puis moi, je voudrais que cette voie d'accès-là soit restreinte ou fermée ou qu'il y ait pas une clôture, mais une barrière quand le magasin ferme, qu'ils mettent une barrière que le passage est fermé. Puis surtout, j'ai fait une plainte souvent au Maxi, puis ils n'ont jamais rien fait. Là, je fais ça dans les recours pour me plaindre de ça. Puis au pire à lui, je peux les envoyer une mise en demeure, je suis capable de l'envoyer. Puis à Maxi. Puis aussi, c'est ça, d'empêcher le monde de passer là, parce qu'il y en a, ça passe vite aussi. La nuit, là, quand le magasin est fermé, les automobiles passent, puis ça nous donne l'air pour prendre le stationnement, là, pour aller direct à la lumière, vers prendre le 138. Parce qu'il n'y avait pas de voie d'accès vers le Maxi par la rue des Prés, le monde va passer droit sur la rue des Prés, puis ils vont prendre le 138, ils vont y aller pareil au Maxi. Ça ne nous enlèvera pas des chiffres d'affaires, là. Le monde qui va aller prendre une canne de tomates en spécial, ils vont passer par la rue des Prés vers la 138. C'est embêtant, c'est plate, c'est tannant. J'ai déjà eu des problèmes en 2017, je me souviens très bien. Il y a un jeune conducteur de mobilette que j'ai averti. Le jeune, la chienne n'est pas mis, il y avait la police. Il a fait une plainte contre moi. La police est venue chez nous. La mère du jeune a retiré la plainte. Un jeune, ça faisait à peu près 8 ou 9 fois qu'il passait là, d'à peu près 1 heure. Puis c'est l'ouvrier les mobilettes, il se donne l'air. Je ne suis pas trop diplomate, contrairement à des membres de ma famille. D'autres membres de ma famille. Puis à un moment donné, comme je ne suis pas trop diplomate, à un moment donné, il y a de quoi qui va sauter. Je veux dire, là-dedans, là, parce qu'on est 20 années, prenez pas les voisins aussi, là, au bord, là, les condos, là, les premiers condos. Là. Fait que, puis la rue des Prés, ben, c'est une autoroute. Je me suis déjà fait dépasser sur la rue des Prés, par une dame de Damagonat, que je connais très bien son mari. Parce que je l'ai suivi jusqu'à chez elle après, parce qu'elle est au stop en bas, puis je suis dans ma mariette d'elle, j'ai suivi jusqu'à chez elle. J'ai demandé si elle aimerait ça que j'aille rouler de même dans le quartier. Il a commencé à dire des méchancetés. Fait que moi, je n'ai pas de misère avec ça d'habitude. J'en ai dit moi aussi.
Parce que j'étais bien connu au début, parce que je ne peu importe. La vitesse sur la rue des Prés, c'est épouvantable. Les mobylettes, la voie d'accès du Maxi. J'aimerais peut-être qu'à l'été, une espèce de. J'ai vu ça quand je fais des écureuils, il y a une espèce de fleur, de pot à fleurs en. Ouais. Je voulais dire, je le faire. Des gros pots verts là, qu'on a. Ouais, non, c'est gris, là, c'est carré, là. Un peu de ciment, après ça. Ouais, c'est en béton, là, Oui. il y a des fleurs là-dedans. Oui. Ça va être pas pire. En mettant ça sur la sortie du Maxi, là, en arrière, là, avec des déflecteurs après ça l'été, là. Ça ferait peut-être ralentir le monde, puis les remorques 53 pieds passer ailleurs. Oui. Parce que là, cette voie d'accès-là, c'est inadmissible. Je ne comprends pas pourquoi la ville a accepté ça. Il y avait peut-être peur que le Maxi dise qu'il ne voulait pas bâtir s'il n'y a pas de voie d'accès. Ça, c'est l'ancienne administration, ça. C'est pas l'administration d'aujourd'hui. C'est assez. C'est plate. D'accord, mon point de vue est donné. J'espère que la ville va faire de quoi parce que, comme je me répète, là, comme je l'ai dit tantôt, j'ai été plaindre au Maxi parce que les autres, ils ont comme des gérants spéciaux. C'est en spéciaux, le gérant, là, parce qu'ils changent à peu près aux 6 mois des fois. Là, tu sais. Fait que je ne fais jamais affaire de le gérant. Il dit oui, Denis, on va arranger ça. Oui, Denis, on va arranger ça. Il ne se passe jamais rien. Les vidanges aussi, là, on a vu qu'ils ramassent le gazon chez nous, puis ils ramassent les vidanges du Maxi. Ça, on est. Puis, quelques années, il y a eu des gros vents, les arbres ont tombé sur la maison. Vous en souvenez? Oui, vous en souvenez? On va vous remplacer ça, il n'y a pas de problème, on va mettre des arbres. Vous allez avoir votre tranquillité, on va mettre des arbres. C'est pas le Maxi qui avait des arbres, c'est mon neveu qui a cherché des arbres qui les a plantés là. Avec le clôture de pauvre là, qui est sur le long de chez nous, là. En bois, qui est tout le temps tombé, qui est tout rabouté. Fait que, une compagnie qui a de l'argent comme ça, là, qui ne veut pas avoir de problème avec les voisins, je pense qu'on a des problèmes. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. C'est noté, M. Semaine. Merci, M. le maire. Merci, Fondelier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu aussi une question de M. Gilbert concernant les aides financières qui sont accordées par la ville de Donnacona et aussi à qui et pourquoi elles sont accordées. Moi, quelques questions à vous poser. Bon, pour commencer compte tenu du temps qu'il y a, là, on va y aller dans l'ordre que j'ai. Il y a eu, vous avez accepté une demande de modification ou de payer pour une modification pour la caserne des pompiers 5057 pour le déplacement de l'entrée électrique temporaire. Je me souviens de ça. Question que je pose, comment ça se fait que l'entrée électrique a été placée là quand il y a un architecte, il y a des ingénieurs, il y a toute une série de professionnels qui a placé ça là, puis on arrive maintenant en disant, mais il faut déplacer, puis sur un budget de 8 ou 9 millions, je ne sais pas, on a dû de rajouter un 5 000 $ parce qu'on n'a pas placé à la bonne place la prise électrique. Comment ça se fait? En fait, je peux vous donner une partie de la réponse. C'est sûr que quand il y a des plans de vie qui sont préparés justement par des professionnels, l'entrepreneur général qui est là pour faire les travaux, lui suit les plans de vie à la lettre. Là. Donc, du moment que ça déroge de ce qui est noté dans les plans de vie, là, on passe à ce qu'on appelle des directives de changement. Donc, il arrive une directive de changement. Des fois, c'est pour des travaux en supplément. Des fois, c'est pour des crédits parce qu'il y a des situations qui font en sorte que, bon, il y a des matériaux, finalement, il va y avoir une équivalence. Bref, dans le cas qui nous préoccupe là, c'est que l'entrée temporaire électrique, où elle était située, elle a été modifiée. Donc, Hydro-Québec ont fait une modification de l'entrée électrique, ce qui a fait en sorte que les dispositions à l'intérieur de la caserne ne pouvaient pas être au même endroit. Donc, c'est sûr que l'entrepreneur, lui, c'est une modification qu'il avait à faire au plan par rapport aux originaux. Puis, il y a eu cette modification de 5 000 $ qui a été demandée, présentée au comité de gestion actuel et adoptée par les membres du conseil. Donc, c'est les professionnels qui ont fait les plans qui n'ont pas bien fait ça. Je dis juste que je suis un petit peu étonné de ça. Il y a aussi une même chose, 143 000 qui était pour la question des matériaux contaminés. Okay?
quand quelqu'un fait une soumission pour un contrat de 8, 9 ou 10 millions, moi, je pense que normalement, il aurait dû faire des sondages du sol puis de voir qu'il y avait là des matériaux contaminés et dans sa soumission, en tenir compte et non pas arriver après ça avec une demande de 145 000. Parce qu'à force d'écouter des demandes de même, là, peut-être qu'un autre soumissionnaire qui l'aurait eu le contrat. En tout cas, je trouve que c'est facile d'aller chercher des modifications, alors que normalement, ça aurait dû prévoir parce que n'importe qui construit un édifice va faire des sondages de terrain, puis va voir qu'est-ce qu'il y a là, puis va soumissionner en conséquence. C'est En fait, il y a eu des sondages de terrain qui ont été faits au préalable, comme dans chacun des projets qui sont faits. Il y a des sondages qui ont été faits. Évidemment, les sondages ne sont pas faits à chaque mètre, donc il y a le nombre de carottes qu'on appelle qui sont faits sur l'ensemble, c'est pour être représentatif. Donc, les soumissionnaires sont amenés à déposer une soumission en fonction de ce qui est connu avec ce sondage-là et avec un peu l'estimation qui est faite à partir de là. Quand il arrive la situation comme là, on l'a connu, c'est que là, il y a eu des éléments qui ont ressurgi lorsque les travaux ont commencé à se faire. Donc, il y avait une prévision qui avait été faite, mais il y avait vraiment davantage de matériel contaminé que ce qui avait été prévu selon les sondages, selon les estimations. Donc, je vais vous donner le même exemple dans un autre projet que là, cette fois-là, était à l'avantage de la ville. C'est pour la réfection des rues Rochon, Boyer, Sainte-Anne, Sainte-Marie l'année passée. Il y a eu des carottes qui avaient été faites sur l'ensemble. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre de carottes qui avaient été prises, mais les travaux ont été estimés en fonction de ce qui avait été retenu puis estimé de contamination. Mais finalement, en vérité, lorsque les travaux ont commencé, il y avait beaucoup moins de contamination. Donc, les lieux des carottes n'étaient pas représentatifs de l'ensemble du chantier. Donc là, il y a eu un crédit très important qui a été accordé à la ville de Donnacona parce qu'il y a eu moins de matériel contaminé qui a dû être sorti, transporté sur d'autres sites que ce qui avait été prévu. Donc, dans le premier cas, celui de la caserne, effectivement, il y en avait plus que les estimations qui avaient été faites à la suite des carottages. Et dans le deuxième cas, ben, là, c'était au bénéfice de la ville dans ce cas-là. Quand même. On ne faut pas une longue discussion sur ça. C'est que je trouve anormal qu'on soit, entre guillemets, généreux, alors qu'il y a un soumissionnaire, normalement, aurait dû faire le travail de scruter le terrain puis savoir sur quoi il travaillait, qu'est-ce qui arriverait. En tout cas, absolument. C'est au donneur d'ouvrage d'appeler la ville dans ce cas-là à fournir l'information sur les études de sol et non du sous-sol. L'autre sujet, merci M. Gignac de la précision. Je ne sais pas dépasser. Je reviens sur on va le voir au procès-verbal, mais je pense l'analyse du procès-verbal sur les aides financières qui ont été accordées. Je pense à la dernière réunion, vous m'avez accordé pour quelque chose comme 62 000 d'aides financières. Bon, ça, il y a bien des raisons. Mais ce qui me frappe, c'est que pour le golf, vous avez une aide financière de 30 000 et dont 24 000 pour le fonctionnement. L'année dernière, c'était pareil. C'est-à-dire que, ben, j'ai le chiffre, parce que vous voulez les chiffres, ça serait pareil. Bon. C'est-à-dire que la ville, même nos taxes, subventionne un organisme privé, ça n'appartient pas à la ville, subventionne le fonctionnement, donc les opérations quotidiennes. Et les gens qui vont là, au golf, là, c'est pas tout le monde qui peut y aller, c'est pas possible. Théoriquement, pour tout le monde y aller, mais on ne peut pas, pas tout le monde. On ne peut pas aller se promener là comme on veut sur les terrains non plus. Donc, c'est un terrain privé, on peut dire. Et la ville, à chaque année, va subventionner le fonctionnement, il y a des plantations d'arbres, je comprends, mais il y a quelques années, lorsque
il a été question, là, il y avait eu comme un genre de petit conflit, là, les enfants vont glisser, puis là, c'est comme si le golf avait comme objecté sur ça, puis il y a eu une entente, la ville verse, je pense que c'est 4 000 $ pour recueillir un montant. 900 pour que les enfants puissent aller glisser. En même temps, la ville verse 24 000 pour le fonctionnement. En tout cas, moi, ça me questionne parce que 24 000 pour le golf, il y a 5 000 pour le curling. Encore là, c'est une activité pour adultes générale, un club privé, des gens qui vont jouer là, et la ville subventionne généreusement 5 000 $. L'an passé, c'était 6 898. Donc, de l'ordre de 5 000 $. Chevalier de Colomb, je ne passerai pas tout ça. Le Chevalier de Colomb, il y a 3 500. L'année dernière, c'était 3 000. Qu'est-ce qui fait qu'on verse 3 500 $ aux Chevaliers de Colomb? Qu'est-ce que les Chevaliers de Colomb font pour la ville? C'est encore là, c'est un club privé, Chevalier de Colomb. Tout le monde pourrait devenir Chevalier de Colomb s'il découvre le secret. Mais c'est privé. Colomb subventionne. Moi, quand j'étais conseiller municipal, dans un autre siècle, le souvenir, les Chevaliers de Colomb avaient demandé, comme ça, 4 000 $, c'était pour compenser le compte de taxes. On s'était objecté, on avait dit non. Parce que si on trouvait dans ce temps-là, chacun, ça doit changer. Alors, on a 30 000 $ pour le golf, 7 000 $ pour le club de curling, 3 500 $ pour les Chevaliers de Colomb. Et là, 300 $ pour le CSHLD. 30 000 $ pour aller jouer au golf. Et pour nos petits vieux, donc je serai bientôt parti, en fin de vie, la ville donne 300 $. Il n'y a pas un décalage important qui peut être étonnant. Je le dis en tout respect, là. J'espère que vous comprenez que je le fais en tout respect, sans insulter personne. Je veux vous exprimer que moi, je suis surpris qu'il y ait un tel écart. Le CHSLD, c'était sa demande initiale. C'est ça, les vieux, ça ne demande pas. C'est la représentante qui fait ça pour les activités. S'il demande plus, ça va être au conseil de décider son offre plus. La demande est 300. Eux, en fait, le but de cette activité-là, parce que dans chacune des demandes financières, puis, bon, vous suivez assez le déroulement, les procès-verbaux, ils vont en avoir un paquet d'autres, les festivals, l'Expo d'Anacona, on peut les nommer. Le comité des loisirs, dans l'exemple que vous amenez, c'est un comité de loisirs bénévole qui, eux, organise, là, de ce qu'on comprend, des bingos, quelques occasions. Ils veulent acheter des prix aux gagnants. Donc, la demande qu'ils font au conseil de ville, depuis les dernières années, c'était 200, 250. Là, même, je pense que c'était 250, puis le conseil de mémoire a regardé 300. Donc, c'est une demande qui est faite par dans ce cas-là, c'est un groupe de bénévoles. Dans tous les autres, vous dites que c'est des organismes privés. Ce sont tous des organismes sans but lucratif qui ont été, comme la secousse ce soir, reconnus officiellement par la ville de Donnacona pour avoir passé un processus officiel, que c'est des organismes qui sont enregistrés à des entreprises, qui ont un conseil d'administration, qui ont des procès-verbaux, qui ont des assurances, effectivement, donc, qui ont remis leur état financier à la ville. Donc, et à partir de ça, en fonction de leur demande, il y a une analyse qui est faite, une recommandation qui est déposée, les conseils municipaux prennent des décisions pour chacun, que ce soit le club de golf, le Stack des fermières, les Filles d'Isabelle, les Chevaliers de Colomb, ce sont tous des organismes sans but lucratif qui ont, avec la politique d'attribution d'aide financière de la ville, qui est une politique qui est adoptée, qui est publique, donc il y a des annexes à compléter, donc les organismes ont à remplir ces documents-là, les remettre officiellement, et par la suite, une fois que les documents sont complétés, ben, il y a une recommandation qui peut être faite. Ouais. Il y a par exemple, la pointe des écureuils, moi je fais tout ça examiner, ça c'est ça. Ouais. Là, il y a une subvention aux alentours de 5 000 $, je pense. Puis celui-là, je dis, c'est tout le public peut aller là, puis il y a des gens qui vont là l'été, qui vont dans la salle. C'est pas
peux pas faire la même chose au Ville-Pélan, je peux pas faire la même chose au golf. Là. Je peux pas aller me promener au golf. Vous pouvez profiter, par exemple, du club de golf pour aller manger au restaurant, par exemple, au club de golf. Ouais. Vous pouvez aller, manger là, vous pouvez aller déjeuner là, vous pouvez y aller. Ça vaut 30 000 $. En tout cas, juste pour en faire ressortir qu'il y a des écarts, puis quand je vous ai parlé dans des rencontres antérieures, à quoi servaient nos taxes, moi, je te donne un exemple. Et ça, je ne pense pas l'avoir vu lorsque vous avez présenté le budget. Et je suis allé revoir les documents, peut-être que ça m'a échappé. J'ai vu pour, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais les maisons Lambert. Là. Fondation. Fondation Lambert. Pour les maisons, non, c'est pas Fondation. Les jardins Lambert, c'est les maisons. Bon, il y a une subvention là. En tout cas. En fonction de la Société d'habitation du Québec et de l'Office municipal d'habitation du Québec, il y a des sommes d'argent, il y a un pourcentage qui est défini par la loi dans l'exemple. Je demande dans l'exemple que vous nous amenez. Dans le cas des jardins Lambert, c'est exactement ça. Là. C'est comme la Villa de l'Ordre, par exemple. C'est là où vous l'avez mis au budget, il était dans le document, on peut le voir. Oui. Mais toute la subvention. La subvention aux organismes, il y a un onglet qui est là. Parce qu'il y a un montant, mais évidemment, on ne peut pas savoir annuellement, on n'a pas une boule de cristal qui nous annonce annuellement le montant d'argent que dans l'année suivante, les organismes vont faire des demandes. On estime, évidemment, on regarde les années passées. Là, cette année, on savait, on prend l'exemple des festivals, on savait qu'il allait y avoir 2 nouveaux festivals qui allaient arriver au courant de l'été. Donc, c'est sûr qu'on a fait un ajustement. On se dit, bon, ben, il va peut-être y avoir certaines demandes. Donc, on estime une somme d'argent. Puis par la suite, selon les demandes, ben, on les répartit en fonction des critères qui sont analysés rigoureusement. Mais c'est ça, faire un budget, c'est de prévoir. Après ça, en principe, on respecte notre budget. Exactement. Peut-être que tantôt, il va bien te dire. Oui, merci. On va continuer. À la fin du conseil, le conseil a voté une résolution pour appuyer la municipalité de Rivière-à-Pierre qui demande, dans le fond, l'intervention du gouvernement du Québec pour ce qui est de l'obtention de réseaux cellulaires fiables dans la région de Portneuf et Mekinac. Fait à noter, la municipalité de Rivière-à-Pierre demande le réseau fiable depuis 1995. Alors, 6.4. Appui à la municipalité de Rivière-à-Pierre dans sa demande d'intervention du gouvernement du Québec pour l'obtention d'un réseau cellulaire fiable dans la région de Portneuf et Mekinac, en considérant que depuis 1995, la municipalité de Rivière-à-Pierre fait des représentations auprès des instances gouvernementales afin d'être branchée en réseau de cellulaire fiable, considérant que beaucoup d'autres municipalités de la grande région de Portneuf et Mekinac ont aussi fait des représentations pour les mêmes raisons, le tout sans succès. Considérant que l'accès à un réseau cellulaire fiable constitue un impératif pour la sécurité des citoyens, une exigence fondamentale pour les jeunes familles pour s'installer en région, ainsi qu'un outil de travail pour les entreprises et les commerces de la région. Considérant que le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre a adopté la résolution numéro 2024-01-015 par laquelle il demande au gouvernement du Québec de réaliser une évaluation des infrastructures actuelles afin d'y apporter rapidement les changements nécessaires, de déployer toute l'énergie nécessaire pour faire pression auprès du CRTC afin que les compagnies qui sont distributeurs de réseaux cellulaires élargissent leurs services au-delà des grands centres urbains, prennent conscience de cette région éloignée que le besoin du réseau est nécessaire et afin qu'ils respectent ces engagements en priorisant dès et à présent un réseau fiable pour les citoyens de la grande région de Portneuf et Mekinac. La résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona appuie la municipalité de Rivière-à-Pierre dans ses demandes d'intervention auprès du gouvernement du Québec pour l'obtention des réseaux cellulaires fiables dans la région de Portneuf et Mekinac. Donc, c'est un proposeur. Je propose. J'ai vu que dans le budget provincial, il y a encore des sommes pour améliorer la couverture cellulaire. Espérons que Oui, ça sera ça avec appel. Ça va se rendre là. Espérons. Oui. Ils sont en grand besoin. Alors, ceci complète les points numéro 10. Alors, point numéro 11, deuxième période de questions.
J'ai mal compris tantôt 6.1, c'est quoi? On comprenait rien quand on parlait de micro. C'est changement de. Ouais, 6.1, on comprenait rien. Concernez votre dossier. Non, pas du tout. Non, j'ai juste une question. Bon, l'adoption du règlement, modification au règlement relatif à l'administration de règlement d'urbanisme. Donc, c'est. OK, ça va rapport avec les. Ben, j'en profite. C'est juste en lisant ça m'a fait penser à vous demander officiellement est-ce que la ville de Donnacona pourrait améliorer le système de paiement des permis? Je trouve que c'est pas drôle en 2024 être obligé de payer en argent comptant ou par chèque. Mais les chèques, moi, ça fait 10 ans que je suis en affaires, c'est à Donnacona. Ça fait 10 ans que je n'ai pas de chèque. Carte débit. Carte de débit corporative, madame, je ne sais pas si vous en avez une, mais souvent, c'est double signature. Fait que c'est pas faisable. C'est pas comme le personnel. Il a accédé comme toutes les autres villes ou comme les paiements de n'importe quoi. Fait que, je pense qu'on est rendu à cette étape-là. Pas de suggestion pour des virements? Ben, vraiment, oui, vraiment, ça baisse comme les 400 fournisseurs, c'est tout par virement. Il y a juste la ville qui a choisi de payer en argent comptant, ça fait pas de sens. C'est noté. Ça marche? J'ai dit à la secrétaire l'autre fois, je ne sais pas si mon s'est rendu à nous. Ouais, le mode de paiement, je vais ouais, c'est. Honnêtement, PayPal, ça fonctionnerait-tu? Dans votre secrétaire. Ah non, mais je demande avec c'est pas encore la double signature. Y aurait-tu une possibilité? Ça marche pas. Je n'ai pas PayPal partout, j'ai PayPal perso, mais je sais pas. Mais je pense que la vie est rendue là. Oui. Avec raison. Ben, il y a eu des accommodements dans le passé qu'on faisait un paiement via un compte de taxes. Puis là, ça implique des transactions administratives de votre côté. Là, cette année, ça m'a été refusé. Fait, ça a été accommodé dans le passé, mais il n'y a plus probablement que le volume de transactions augmente. Ouais, c'est pas. Ouais, merci. Merci. Bon point. Bye, là. Bonne soirée. J'avais aussi une question sur ce point-là, mais est-ce que c'est une modification, est-ce que ça augmente les coûts des permis? Il y a une modification, mais effectivement, il y a des coûts de permis qui sont modifiés, mais il y a beaucoup de modifications aussi. Il y a des nouveaux règlements qui sont apparus. Le règlement sur les branchements aqueducs et égouts publics, le 598, les compteurs d'eau, le 613. Donc, c'est des nouveaux règlements qui sont apparus et qui n'apparaissaient pas dans le règlement administratif. Donc, il y a des changements de cette nature-là, mais oui, il y a des permis qui sont modifiés. Je ne les ai pas tous par là. Je ne demande pas le temps. Parce que quand j'ai vu ça, j'avais imaginé qu'il y avait des modifications sur les coûts. J'ai essayé de trouver le règlement, je n'ai pas trouvé. Le P536 actuel ou le nouveau? Ben, le nouveau, là, mais peu importe, c'est pas moi. Un permis de construction d'une maison qui est à 25 $, qui va passer à 150 $, c'est de cette nature-là. C'est juste indexé. Hein. Moi, je peux vous donner une copie. Il y a des individuels. Je les connais pas par cœur. Non, je ne demande Non, pas mais de tu les connaître par cœur. depuis genre 20 ans. Oh, ça existe. Ça n'avait pas été mis à jour. Et c'est pas indexé depuis l'année passée, là. Fait que c'est pas de 25 $ à 27. C'est pas de l'ordre de grandeur. Je ne veux pas voir de. Moi, je peux juste dire pour des rénovations, aussitôt que tu as un montant de 1500 $, tu payes 25 $ de permis. Je peux juste vous dire ça parce que je l'ai payé ce matin, moi, le viens. Mais ça, c'est avant d'entrer en vigueur. C'est ça. Parce qu'il y a même des sommes. Le règlement est assez large. Là. Il y a même des seuils maintenant où les gens n'ont plus besoin de permis là, pour certains types de rénovation. Ils n'ont plus besoin de permis. Mettons le changement, mettons, du barreau d'asphalte sur votre maison, on n'a pas besoin de permis. C'est quelqu'un qui change sa toiture par le même type de toiture. Ben, ça, les gens n'ont pas besoin de venir chercher un permis, par exemple. Ça ne donne pas une valeur supplémentaire. Là. Donc, il y a certains items comme celle-là, comme d'autres, qui ont eu des ajustements de montant.
Peut-être, là, oui, c'est sûr, je vois que les piscines, c'est 50 $. Bon, quel était le montant avant? C'était peut-être autour de 25-30 $, mais ça, comme Mme Lille disait tout à l'heure, c'est un règlement qui n'avait pas été mis à jour et indexé depuis plusieurs années. Donc, c'est un ajustement qui est fait. Là. Au fond, la ville était à court d'argent, puis c'est comme le gouvernement va chercher des petites affaires. OK. Il y a eu plusieurs résolutions pour engager une ferme pour lorsque les taxes ne sont pas payées. J'allais voir chacune des propriétés où les taxes étaient en souffrance là, à partir de l'ordre du jour. C'est pas des châteaux, là. Mais quel est le pourcentage que la ville va avoir dans ses coffres une fois les honoraires des avocats payés si le compte de taxes, par exemple, était impayé, était de 1 000 $, 2 000 $? Est-ce que c'est comme le recours collectif, là, où c'est les avocats, en tout respect, monsieur le greffier, qui vont chercher de l'argent, là? Non. En gros, le but, c'est pour donner aussi lorsque quelqu'un ne paye pas ses taxes, il dit, ben, finalement, ça va nous coûter plus cher l'avocat ou le prêt l'équivalent, on abandonne. Ça veut dire que tout le monde, à un moment donné, va dire, ben, on ne paiera pas de taxes. Le but, c'est d'être constant dans nos demandes, peu importe le montant. Mais il demande le pourcentage. Le pourcentage. Fait que pour le moment, je pense qu'on ne l'a pas. Puis peut-être que je pourrais vous envoyer la réponse par courriel, ce pourcentage-là. Mais on ne l'a pas. Lorsqu'on arrive à une soirée comme ce soir, normalement, il y a à peu près une soirée, 2 soirées maximum par année où là, il y a comme vraiment une mise à jour qui est faite par nos employés. Et quand on arrive à une étape comme celle de ce soir, où là, on a 7 ou 8 mentions à l'ordre du jour de la même ordre, c'est qu'avant d'en arriver là, il y a eu plusieurs discussions avec les propriétaires, des règlements d'entente, des ententes non respectées. Donc, il y a des taxations annuelles qui reculent depuis 2022, 2023. Bon, il y a eu un premier paiement de taxes récemment. Donc, il y en a qui vraiment, il y a de l'arriérage. On est vraiment au dernier recours avant d'entreprendre des procédures juridiques. Donc, d'un, ces propriétaires-là sont conscients depuis longtemps qu'ils ont des montants qui n'ont pas été payés, qui ont eu l'occasion de pouvoir justement aller avec des ententes. Finalement, là, bon, on arrive à l'étape ultime. Donc, on pourra faire la vérification là, avec les montants qui seront versés à un procureur, si jamais ça se rend jusqu'au bout, parce que de l'ensemble de ces dossiers-là, on pourra vous revenir plus tard en vous disant le nombre qui se sont vraiment rendus à la cour. Des fois, il y a des situations où là, des citoyens, des propriétaires qui décident que bon, ils vont finalement indiquer, ils vont payer. Des fois, il y a des institutions financières qui, avant que ça arrive à ce que le bâtiment soit revendu, bien, il y a des institutions financières qui font des ententes avec leurs clients, en fait. Donc, il y a différentes situations qui peuvent arriver. Donc, du nombre qui vont se rendre vraiment au bout. On peut sortir un exemple à la fin qu'on peut revenir, M. Gilbert, en disant, mais regardez, ça représente un pourcentage X ou Y, parce que tout dépendamment de la valeur des montants, une propriété à un autre, la valeur n'est pas la même. Là. Je pense qu'il faut y avoir une idée, tout simplement. Il y avait le compte de taxes payé le 15 mars. Combien de contribuables n'ont pas payé à temps leur compte de taxes? Je vous dirais que la statistique exacte, on va être en mesure de pouvoir vous la sortir lorsqu'on va faire la première rencontre du mois d'avril, qu'on fait un résumé. Là. Nous, au 31 mars, dans le cadre de ce mois-ci, on va avoir cette statistique-là. Là. On va être en mesure de pouvoir la donner. Là. En avril? Oui, à la séance du 8 avril. Oui.